Bonsoir à tous et à toutes. Nous poursuivons donc le volet économie en débutant avec la consommation des ménages. Il y a 3 arbitrages avec les ménages. Lorsqu'on consomme, on fait un arbitrage entre plusieurs possibilités. Alors, un coût d'option s'offre à nous. Soit on fait un choix entre du travail ou du temps libre, soit on fait un choix entre la consommation et l'épargne, immédiate ou future, soit on fait un choix entre divers biais de consommation. La croissance réelle des salaires. Alors, la consommation est égale à la propension fois le revenu plus la consommation minimale. Fait que plus on travaille d'heures dans la semaine, plus le patron doit payer pour qu'on l'abcite du temps supplémentaire. Le salaire est nominal et le salaire réel. Ça, c'est exemple, mettons, si tu prends l'augmentation de 10% du salaire nominal, fait que si l'augmentation de 10% de l'inflation dans la même période, alors 0% d'augmentation du salaire réel. Fait que c'est comme 10$ fois 1.1, ben c'est égal à 11 piastres. Donc, calculer le taux de croissance réel. Comment le calculer, en fait, le taux de croissance réel? Si mon salaire passe, mettons, de 200 piastres à 231, et l'inflation de 10%, alors la croissance nominale sera de 231 moins 200, divisé par 200. Fait que ça va être égal à 15,5%. Quelle est la croissance réelle de mon salaire? Fait qu'on doit convertir le salaire nominal en salaire réel. Fait que c'est 231 divisé par 1.10 égale donc à 210 piastres. La croissance réelle est donc 5%. Fait que c'est 210 moins 200 divisé par 200, fait que c'est égal à 5%. T'as le facteur d'inflation aussi. Le facteur d'inflation est égal au taux d'inflation plus 1. Le salaire réel est égal au salaire nominal divisé par le facteur d'inflation. Exemple, le salaire nominal passe de 400$ à 500$ avec un taux d'inflation de 10% dans la période. Quelle est la croissance nominale du salaire? Ben, d'après les calculs, on obtient, mettons, 25%. Quelle est la croissance réelle du salaire en pourcentage? Ben, d'après les calculs, on obtient 13,64%. Il y a beaucoup de maths au niveau du calcul du salaire. Ça peut porter à confusion, puis c'est facile de faire dire ce qu'on veut aux chiffres à cause des calculs. Mais vous ferez les calculs vous-même, vous verrez que vous arriverez au même résultat. Les travailleurs ne sont pas conscients de l'inflation. T'as les contrats de travail qui fixent les salaires nominaux. Fait que si le salaire augmente de 10% et l'inflation de 10% de la même période, ben on n'est pas plus riche. En termes de pouvoir d'achat, mais on est plus heureux. Par contre, si le salaire diminue de 5%, pendant une déflation de 8% dans la même période, ben on est plus riche en termes de pouvoir d'achat, mais on est plus malheureux parce qu'on a l'impression de se faire avoir. La consommation et l'épargne. D'où vient le revenu des ménages? Il provient essentiellement du travail, les salaires, puis du capital. Ça, c'est les revenus d'intérêt. Les revenus sont donc liés à la production. D'autres revenus ne sont pas reliés à la production, comme l'assurance chômage, les prestations sociales, et représentent des transferts entre les ménages. T'as l'influence du revenu sur la consommation. Keynes disait, les hommes tendent à accroître leur consommation à mesure que le revenu croît, mais donc d'une quantité aussi grande que l'accroissement du revenu. La consommation est divisée par le revenu. Fait qu'exemple, mettons, mon revenu a augmenté de 10% et je dépense 75$. Pas 10%, 100$ et que je dépense 75$. Sachant ça, le gouvernement peut tenter de modifier la consommation en jouant sur le revenu. L'influence du taux d'intérêt sur la consommation. Un taux d'intérêt bas favorise la consommation au détriment de l'épargne, mais provoque de l'endettement, surtout chez les jeunes. Un taux d'intérêt élevé favorise l'épargne au détriment de la consommation. Fait qu'il y a donc arbitrage. Les ménages qui épargnent doivent consommer moins, et vice-versa. Et la consommation de l'épargne vise tous deux à satisfaire des besoins, soit immédiats pour la consommation, soit futurs pour l'épargne. Les ménages se laissent donc abuser par le taux d'intérêt nominal. Seul le taux d'intérêt réel compte. Par exemple, un taux d'intérêt de 10% avec un taux d'inflation de 5% dans la même période, ça signifie un taux d'intérêt réel qui est égal à 1.1 divisé par 1.05 fois 100. Fait que ça est égal à 1,048. Donc, dans ce temps-là, on appelle ça un taux de rendement de 4,8%. Pourcentage d'intérêt géré par la Banque du Canada. Dans la consommation et la richesse, il existe une différence entre le flux et le stock. La richesse est un stock. Donc, les revenus est un flux. Ça, on appelle ça des rentrées périodiques d'argent. Lorsque le revenu dépasse la consommation, ben, la richesse s'accumule.
En conclusion, la consommation et l'épargne dépendent principalement du revenu tout en subissant l'influence de la richesse et du taux d'intérêt. Passons maintenant au deuxième volet du PIB, c'est-à-dire les entreprises. Les entreprises, eux autres, ils cherchent le profit maximum pour faire face à la concurrence et pour satisfaire les actionnaires. T'as 3 éléments. T'as la valeur ajoutée, t'as les ressources qui permettent de produire, puis t'as la productivité. La valeur ajoutée, ça c'est l'entreprise qui s'insère généralement à l'intérieur d'une chaîne de production, dont elle n'est qu'un maillon. La transformation se fait avec 2 ressources productives, soit le capital, le travail et la machine de production. T'as la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est égal au salaire plus les profits, mais c'est aussi égal aux profits totaux moins la consommation intermédiaire. Donc la valeur ajoutée d'une entreprise est égale à la valeur du produit total, moins celle des produits intermédiaires. Pour comptabiliser le PIB, il semble logique d'additionner la production des entreprises. Faux. Un même produit peut passer par plusieurs entreprises avant d'atteindre sa forme finale. Fait qu'on calcule que les biens finaux dans le calcul du PIB. Traditionnellement, il y a 3 secteurs d'activité économique. T'as le secteur primaire, ça c'est principalement l'acquisition de ressources naturelles. Après ça, t'as le secteur secondaire, ça c'est la transformation de ces mêmes ressources. Puis t'as le secteur tertiaire, ça c'est plus les services vendus par les entreprises et les services vendus par l'État. Le capital représente l'équipement accumulé par l'entreprise. L'investissement est l'achat de nouveaux biens d'équipement. Exemple, une entreprise possède 200 autobus au 1er janvier. Ils ont une durée de vie de 10 ans. L'entreprise achète 10 autobus au cours de l'année. Combien l'entreprise aura d'autobus à la fin de l'année? Le capital qui s'use d'année en année, ça on appelle ça l'amortissement. L'investissement, ça perturbe le PIB. Si l'investissement brut est inférieur à l'amortissement, le niveau de capital diminue. Avec le capital initial plus l'investissement brut, moins l'amortissement est égal au capital final. Si l'investissement brut est supérieur à l'amortissement, le capital initial augmente. Si l'investissement brut est égal à l'amortissement, le capital final est égal au capital initial. On peut donc déduire que 1. L'investissement net est égal à l'investissement brut moins l'amortissement, et l'investissement net est égal au capital final moins le capital initial. Donc, il y a une partie des investissements qui sert au remplacement des équipements usés. L'investissement, ça, c'est une source d'instabilité. L'investissement, ça se fait de façon erratique. L'investissement se répercute donc sur le PIB qui est souvent responsable du ralentissement et souvent responsable de la reprise. Les gouvernements doivent donc adopter des politiques pour amoindrir les fluctuations causées par les entreprises. L'investissement et le PIB concernent environ 20% du PIB canadien. Puis ils concernent aussi environ 30% du PIB dans certains pays d'Asie. La croissance est particulièrement forte au détriment de la consommation. L'investissement est plus instable que les autres composants du PIB. Mieux la connaître permet de mieux prévoir les fluctuations de l'économie. Nota bene, une maison considérée comme un équipement productif car elle fournit un logement. La productivité pour mesurer le rendement des ressources productives. On compare le résultat, produit, avec l'effort fourni, ressources utilisées. Productivité égale produit moins les ressources. Il y a un rendement à l'hectare, productivité de la terre. Du coton cueilli à l'heure, ça c'est la productivité du travail. Et nombre de pages à la minute, productivité du capital. T'as les taux d'intérêt puis la demande de capital. La demande de capital dépend du taux d'intérêt et du profit escompté. La hausse du taux d'intérêt ralentit l'investissement et la hausse du profit escompté accélère l'investissement. Sommes-nous plus productifs? À l'échelle globale, le rapport entre le PIB et le nombre de personnes occupant l'emploi devrait donner un bon indicateur de la productivité du travail. Plus la productivité augmente, plus l'effet d'inflation diminue. À court terme, les rendements sont décroissants. À long terme, les rendements ont généralement tendance à augmenter. 1. T'as une meilleure division du travail. 2. T'as une diminution des coûts fixes. Et 3. C'est l'économie d'échelle. C'est des économies d'échelle. On constate donc que plus le salaire du marché est élevé, moins l'entreprise souhaite embaucher de main-d'œuvre. Si la productivité des travailleurs augmente, l'entreprise pourra se permettre de payer ses travailleurs plus cher. Parce qu'une hausse de la productivité permet de mieux payer les employés sans augmenter les coûts de production. Ça, c'est des gains de productivité qui permettent à chacun d'entre nous d'obtenir plus de biens et de satisfaire plus de besoins en travaillant moins. L'entreprise mondialisée.
Certaines entreprises fusionnent ou achètent d'autres entreprises. Ces transactions ne font que changer la propriété des équipements productifs. Ça se fait à l'échelle internationale. L'IDE est passé de 202 à 1307 milliards de dollars entre 1990 à 2006. Pourquoi les entreprises décident-elles de procéder à des fusions ou à des acquisitions internationales? C'est souvent pour contourner les barrières protectionnistes. Ça, c'était avant 1990. Puis cherchent à être davantage concurrentiels. Et c'est l'augmentation de productivité. Ils augmentent les parts du marché et diminuent les coûts de production. Ça permet aussi l'utilisation des avantages comparatifs. La multinationale est présente dans plusieurs pays. C'est un réseau de filiales de production, de distribution, de recherche et de développement. Il repose également sur la technologie de l'information et des communications. Les entreprises multinationales pèsent de plus en plus lourd dans l'économie. Le PIB mondial attribuable aux multinationales est passé de 6,8% à 10% entre 1990 et 2006. En 2006, le tiers du commerce international porte sur des échanges internationaux entre filiales. Merci d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine pour davantage d'informations économiques.